plaisir maintenant d'accueillir Olivier Stabovic, qui est consultant déploiement IA au sein de Néocognition et qui est un de nos anciens et maintenant un de nos intervenants des programmes Management et Coaching de Dauphine et de CRISIP. Olivier qui va intervenir sur le thème le leadership à l'ère de l'IA, garder la main sur l'intelligence. Je pense qu'il ne va pas démentir ce que Emmanuel Brochier vient de nous mentionner à l'instant. Olivier, on vous écoute. Merci Mickaël. Alors un peu petit disclaimer, il peut m'arriver d'être bavard, ça c'est un premier disclaimer. Et deuxième disclaimer, il y a une étude américaine qui vient de sortir qui a démontré que de sauter un repas pendant un état de canicule était quelque chose d'excellent pour la santé. Donc voilà, les disclaimers sont faits. Alors il y a un petit peu plus d'un an, j'étais à l'IPC, à la faculté libre de philo et psycho, et j'écoutais Emmanuel Brochier. Et j'ai adoré. Et en plus, par rapport à vous aujourd'hui, c'était en vivant, c'était en direct, c'était en 3D, c'était en groupe. Vous savez, un spectacle en groupe, c'est toujours plus sympa qu'un film tout seul devant la télé. Mais je me suis quand même dit un truc, je me suis dit, oh là, j'aimerais pas être le gars qui passe après lui. Alors, merci Mickaël. Merci Mickaël. Merci de m'avoir confié à ce séminaire. Ça fait à peu près un an qu'on travaille ensemble. De façon ponctuelle, effectivement, j'ai un métier de consultant en transformation, mon métier d'origine. Je suis maintenant coach de dirigeants de temps en temps, et puis formateur. Et merci Mickaël de la confiance que vous m'accordez souvent sur des formations. Et Mickaël, il aime bien, il est un peu facétieux, il aime bien de temps en temps me mettre dans des situations un petit peu comme ça, et c'est cette histoire que je vais vous raconter. En même temps, j'aime ça, hein. J'aime bien embrasser les dilemmes, j'aime bien concilier les opposés, j'aime bien chérir, je chéris les paradoxes, et puis j'aime bien chercher des chemins complètement improbables. J'en ai même fait mon métier aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas tant de leadership à l'ère de l'IA que je vais vous raconter, mais c'est le making-of. Comment on arrive à raconter des choses sur le leadership à l'ère de l'IA dans une prestigieuse université qui est la Sorbonne. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors, Mickaël m'avait proposé de faire ça, j'ai dit oui, et il s'est avéré que c'était possiblement un des cours les plus complexes que j'ai eu à faire, qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche, et un travail de synthèse absolument dingue. Concevoir un cours, c'est assez facile en général, hein. Faut pas se mystifier, hein. En tout cas, moi, comment je le fais, je regarde d'abord ce qui a été enseigné jusqu'à présent, je cherche les failles, et je construis sur les failles. J'adore les fleurs qui poussent entre les pavés. Donc je prends les failles de ce qui a été raconté jusqu'à présent, et puis je fais mes petites choses. Là, en toute transparence, il n'y avait pas beaucoup de pavés. Et après quelques recherches, après quelques semaines de recherche, on s'est posé une question à moi, c'est de quoi je vais parler et quel va être mon angle. On est quand même à la Sorbonne, on est dans un exact master, on a des gens plutôt expérimentés. Pour me mettre un peu de pression, Mickaël m'avait envoyé les titres des personnes qui venaient là. Ils étaient tous directeurs de quelque chose avec des IA, donc je voyais, enfin, ils venaient titiller mon syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter. Et ça m'est venu à travers deux histoires. La première, j'ai repensé à Lévi-Strauss. Et j'ai pensé à Lévi-Strauss quand il est chez les Nambi Kawara et qu'il s'entend bien avec le chef de village et qu'il lui propose de lui apprendre à lire et à écrire. Et le chef de village dit « Attends, c'est une décision suffisamment importante pour que j'y réfléchisse. » Alors, il dit non. Il a dit non. Ce type est intelligent et il a dit non. Il a dit non parce qu'il pensait que l'écriture, c'était une technologie qui permettait d'asseoir son pouvoir. Et dans leur société où ils avaient un pouvoir plus que démocratique, il n'avait pas envie de ça, parce qu'il allait avoir les gens qui savaient écrire, qui ne savaient pas écrire. Je me dis, tiens, mais c'est vrai que écrire, en fait, le papier, c'est une technologie chinoise, l'encre, c'est une technologie chinoise, l'alphabet, c'est une technologie. Alors, les premiers qui ont écrit, c'est sumérien, le nôtre, c'est une importation égyptienne, hein, on va dire, même chose pour les Hébreux, même chose pour les Arabes, hein, on est tous les trois des importations égyptiennes. Lire, on sacralise la lecture, mais il ne faut pas oublier que Socrate n'a jamais rien écrit. Ça ne l'a pas empêché de dire des trucs intelligents. Jésus n'a jamais rien écrit. Homère était possiblement illettré. Bouddha, Lao Tse, Johnny. Alors, bon, Johnny, c'est un petit peu différent.
À l'inverse, juste petit hommage, Edgar Morin a beaucoup écrit. Et notamment dans les bouquins que je suis allé rechercher pour ça, il y a un bouquin qui s'appelle Tête bien faite, Repenser la réforme et réformer la pensée, qui date du XXe siècle, 1999, et qui, je pense, est encore utile sur la réflexion par rapport à l'IA. La seconde idée qui m'est venue, c'est à cause d'une série sur Arte en ce moment, qui est l'histoire des chiffres et l'arrivée des chiffres arabes en Europe. Pour la petite histoire, c'est arrivé par Venise, par les commerçants. Et c'est arrivé, donc pas les commerçants, et ça a mis beaucoup de temps à rentrer à l'université. Ça ne faut quand même pas déconner, hein, c'est un truc de commerçant. Puis les chiffres arabes, il n'y a aucun avenir. Enfin, voilà. Donc l'université a continué à enseigner les chiffres romains et les mathématiques et les façons de calculer en chiffres romains pendant environ 30 ans, ce qui est à l'échelle de l'humanité pas tellement en fait. Et je me suis dit comment on fait quand on n'a pas de chiffres arabes pour faire du commerce, pour penser ce monde en façon physique. Et en fait, je me suis dit, ce qui m'est apparu, c'est que l'outil, la technologie, ça n'a pas simplement un impact sur la façon de faire, ça a aussi un impact sur la façon de penser. Penser le monde sans papier, sans stylo. Vous deviendrez Socrate, peut-être, ou pas forcément. Est-ce que l'arrivée de cette technologie, au-delà de m'aider à faire des choses, les faire mieux de préférence, elle ne me permet pas de penser différemment, essayons de penser mieux, de discerner et donc d'agir différemment si l'action est le résultat de ma pensée. Ça a été ma première piste. Alors, j'étais content. Quand j'ai eu cette piste, j'ai dit à Michael, oui, j'ai des super idées, j'étais au début de mes ennuis. Donc j'avais une idée, j'avais une piste, une idée très vague. L'expérience, elle a un peu ce que vous voyez. Hein, tout le monde veut de l'IA, on ne sait pas pourquoi, mais on en veut. J'explore un peu la littérature. J'ai regardé les usages. Là, c'est mon métier de consultant qui me permet de faire ça. J'ai regardé, mais il y a beaucoup de discours de Milan. J'ai joué avec l'IA. Je suis ingénieur. J'ai commencé l'IA en 1996 dans une école d'ingénieurs célèbre en France, et je pensais pas voir ces trucs de mon vivant. Parmi mes recherches, je suis tombé sur une archive qui date de 1985 et qui est extrêmement éclairante et que je vais vous soumettre maintenant. Si ça marche. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Alors, mine de rien, Dorothée avait 40 ans d'avance. Aujourd'hui, 33% des gens de moins de 18 ans interrogent l'IA sur leurs problèmes de cœur, ou sur leur relation amoureuse, ou sur comment on fait pour embrasser une fille, comment on fait, etc. Alors, pourquoi les moins de 25 ans? C'est parce que on a quand même moins de sujets, on a moins de préoccupations. À mon âge, on va plutôt interroger l'IA sur la prostate, mais on en est arrivé effectivement à parler de cœur à son ordinateur aujourd'hui. Donc, pour résumer mon point sur ce que j'avais cherché, l'IA était une solution, et une excellente solution, et mon sujet, c'est quel pouvait bien être le problème. Quand je suis comme ça et que je suis paumé, je pense à ce cher Descartes que j'ai pas connu personnellement, mais qui m'avait pollué mes vacances d'été avant de rentrer en terminale, il fallait absolument le lire, qui disait qu'il faut retourner au basique du problème. Et je me suis dit, je suis face à des managers, je suis face à des leaders, c'est quoi leur problème? Un leader, je ne vais pas vous refaire le cours, je l'ai dans mon catalogue, mais je ne vais pas vous faire le cours, il a 3 rôles, 3 casquettes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile d'être manager, c'est pas parce que c'est difficile en soi, c'est qu'il est toujours plus difficile de jongler en faisant du vélo pendant qu'on chante une chanson que faire chacun des 3 séparément. Il doit aligner une vision, celle du marché, celle du terrain, il doit orchestrer un certain nombre d'activités, et il doit animer une équipe, et dans le sens vraiment animer. Dans le sens mettre de l'âme, mettre en mouvement. Le rôle d'un manager, si je prends un commandant de l'armée, il peut entraîner des gens dans la caserne et faire qu'ils s'obéissent. Son sujet, c'est que quand il dit « suivez-moi » en sortant de la tranchée, en ayant un risque infini de mourir, ils le suivent. C'est l'animation qui est vraiment extrêmement importante. Et par rapport à ça,
quand je regardais la littérature, j'avais en abondance tout sur l'usage, les gains de productivité, l'automatisation, etc. Alors ça, vous en avez un paquet, etc. Et ce que j'avais peu, c'était posture humaine face aux outils. À part, bouh, c'est pas bien. Alors, comme si une technologie en soi était bien ou pas. Un livre, c'est Le Petit Prince et c'est Mein Kampf, hein, je vous rappelle. Hein, le papier, l'encre, l'imprimerie et les mots. Ces technologies, elles peuvent amener à des choses pas forcément bien. Donc, la posture face aux outils, l'incarnation et la responsabilité. Et puis, les sujets humains, au-delà des variables qui sont la santé assistée, je mesure votre cœur, je vais vous dire quand vous allez mourir. J'avais vraiment très très peu de choses. Et en plus, non seulement j'avais très peu de choses, mais j'ai été 15 ans consultant en organisation, et en organisation aujourd'hui, on a tendance à sortir du taylorisme. On a tendance, taylorisme, hein, c'est pas quelque chose qui est pas bien, c'est quelque chose qui est bien dans un cadre très particulier, qui est un cadre industriel. Et on avait tendance à tayloriser l'ensemble des entreprises. Jusque dans les années 2000, et depuis quelque temps, on parle de l'entreprise libérée, l'entreprise agile, enfin tous les buzzwords dont vous voulez entendre, à essayer de détayloriser. C'est pas que le taylorisme, c'est pas bien, c'est que le taylorisme, c'est à l'entreprise ce que la chimiothérapie est à la grippe. C'est-à-dire, ça peut être extrêmement efficace, mais on va pas l'appliquer partout. Et quand je lis la littérature sur les articles, et y compris des articles de référence sur l'intelligence artificielle, on parle de retaylorisation de la société, à part que, au lieu de faire souffrir Charlot, on fait souffrir une machine. Bon, il y aura certainement des Charlots derrière. Donc je me suis dit, j'allais m'occuper essentiellement d'un sujet sur lequel il n'y avait rien sur la carte, qui était animer les équipes. Comment je me sers de l'IA pour muscler mon incarnation. Petite parenthèse. Voilà. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a dit que la curiosité était un vilain défaut. Il y a une qualité que l'IA m'a pas retirée, c'est la curiosité. L'IA peut pas être curieux à ma place, c'est vraiment une parenthèse, mais non seulement ça a accru ma vitesse d'accès au savoir, mais la profondeur avec laquelle j'exerçais ma curiosité. Et finalement, j'étais un peu comme un gamin dans une immense bibliothèque tout seul, à part que j'avais accès très vite à tous les livres. La limite, quand on essaye d'animer une équipe et qu'on est manager, et en quoi l'IA peut nous aider ou pas, c'est que on a peu d'outils. Moi, en tant que manager, mon outil principal, c'est le langage. C'est des mots, c'est des mails. De temps en temps, je mets des chiffres dans mon langage, mais c'est de langage. Ça tombe bien, l'IA, hein, c'est ce qu'on appelle les large language models, ceux dont on parle aujourd'hui, ceux qui sont à la mode. C'est des outils du langage. Et c'est déjà immense. Mais le problème, c'est que la réalité, et Michael Pichat était mon professeur, il me dirait la réalité n'existe pas, donc je vais parler de vie psychique. La vie psychique, la vie relationnelle, elle échappe au langage. On voit à peu près 4 millions de couleurs. Il paraît qu'il y a une partie de la population qui voit 10 millions de couleurs. C'est des gens qui ont une modification génétique qui leur permet de voir plus de couleurs. Ces personnes sont toujours des femmes, parce que c'est une modification génétique qui n'affecte pas l'homme, ce qui explique beaucoup de disputes avec ma femme, en l'occurrence. Donc on a de 4 à 10 millions de couleurs, et on a environ 200 mots. Voilà une réalité, et voilà le langage. Si on parle d'émotions, parce que c'est important dans l'animation d'émotions, les IA émotionnelles définissent 6 à 8 émotions primaires. 6 en Occident, 8 en Chine, où ils travaillent énormément là-dessus, et ce ne sont pas les mêmes. Donc l'universalisme, etc. Et elles vont regarder un certain nombre de caractères humains. Premièrement, elles vont regarder les expressions faciales. Or, j'ai appris en cherchant un peu que le sourire ne veut pas dire la même chose s'il est en France ou s'il est en Chine. J'ai appris aussi dans ces choses dont on se doute, que le sourire chez l'homme et chez la femme ne veut pas dire la même chose. Parce qu'on a été éduqué à sourire pour des raisons différentes, du moins jusqu'à présent. Donc, l'IA qui essaye d'observer un sourire et qui essaye de travailler sur les émotions, elle ne l'appréhende pas, ces émotions. Elle ne la connaît pas, elle ne les incarne pas. Alors, vous allez me dire, on peut travailler sur des indicateurs internes.
Pour info, j'ai trouvé que notre cerveau ne fait pas la différence quand le cœur bat vite entre la peur et le café et le manque de sommeil. Il ne fait pas la différence dans un tremblement entre l'anxiété et l'hypoglycémie. Dans les maux de tête, il ne fait pas la différence entre une tension émotionnelle et la déshydratation. Et notre cerveau, quand on a un vertige, il ne fait pas la différence entre le stress et l'hypoglycémie plus déshydratation. C'est pour ça que boire un verre d'eau, ça calme. Hein. Parce que parfois, c'est juste qu'on n'est pas énervé. Donc moi, manager, avec mon langage, je suis impuissant. Alors, autre chose qui échappe au langage, hein, le sourire de Mona Lisa. Hein, Léonard de Vinci disait la peinture, c'est une chose mentale, parce qu'effectivement, il peignait des choses qui échappent très largement au visage. Au début, je voulais illustrer avec l'annonciation de Vinci, enfin son annonciation. Je vous invite à la regarder. Comment on décrit quelque chose qui échappe au réel, qui est l'ordre de la foi, sur un tableau. Il était bon. Donc, je suis impuissant parce que j'utilise un langage et que le langage, il est très insuffisant pour gérer cette animation, quoi. Donc, je suis face à des gens intelligents. Enfin, je parle à Dauphine. Je vais en prendre pour mon grade parce que je vais leur parler de langage, de LLM et de compagnie face à des problèmes qu'ils rencontrent, mais en ayant. Enfin, j'essaye en gros de leur apprendre à prendre un marteau plus gros pour visser une vis. Voilà. Et je risque de muscler de blesser mon muscle le plus fragile, qui est mon amour-propre. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Quel est le sujet? Ah, tac, oui, voilà. J'avais oublié de cliquer, désolé, comme on peut faire avec des mots. Ce que les mots n'atteignent pas, c'est le trouble, la présence, les coules. Donc, voilà un petit peu une image pour illustrer. Bon, je pense que parmi vous, il n'y a aucune horrible personne qui n'est pas complètement émue par cette image. Et pourtant, quand j'interroge l'IA, ben, en gros, il voit un tas de tissus, quoi. Alors que pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est mon histoire, là. C'est mon nounours. Je l'ai aimé, mon nounours, et il me manque. Et donc, il y a une incarnation par rapport à ça. Donc, si ça, c'est une situation, ma façon de résoudre dans la situation, elle est aussi liée à l'intégralité des choses que j'ai vécues, à mon monde psychique et au vécu de ce monde psychique. Et c'est ça qui va faire un grand manager ou un petit manager. Le manager, donc, il a... Là, je vais générer un petit peu de frustration. Parce que le cours dure 3h30 et que je n'ai pas 3h30 là pour vous dire tout ce que j'ai pu trouver, mais je vais vous donner un certain nombre de principes. Je me suis dit que finalement, animer, c'est pas du tout savoir tout et ordonner. C'est souvent, dans mon expérience, c'est une capacité à obtenir un meilleur problème, à obtenir une meilleure question, à définir une hiérarchie différente des éléments qui sont face à nous. Quand je dis battons-nous pour la France, je sépare, je différencie la hiérarchie entre la balle que je me prends dans le bras et qui fait mal, et puis cette notion qui me dépasse. Et autant l'IA ne comprend pas la texture intime des situations, mais l'IA, c'est quand même comme quelqu'un qui aurait tout lu, qui est disponible, qui est rapide, qui est mobilisable à n'importe quelle heure, et qui peut m'aider à m'ouvrir des pistes. Et je me suis dit finalement, dans mon rôle de leader, dans mon rôle d'animateur, l'IA pouvait m'aider, et elle pouvait donc aider les élèves que je formais, non pas parce qu'elle savait tout, parce qu'elle comprenait tout, elle ne comprend pas, elle ne connaît pas, elle n'est pas née avec, mais parce qu'elle oblige à mieux formuler ce que je cherche, donc à discipliner ma pensée. Elle discipline la mise en mouvement de ma pensée. J'ai trouvé ce tableau, qui est un tableau de propagande, hein. C'est pas une histoire vraie. Hein. Vous l'avez tous reconnu, hein. Il y a Louis XV et Colbert. Et en gros, Colbert présente l'ensemble des scientifiques de l'époque à la France au roi. Alors en premier, il met un moine, enfin il met c'est l'abbé, je sais plus, j'ai oublié son nom, je l'avais. Un abbé qui était un peu un scientifique, mais bon, c'était quand même bien, pour des raisons de propagande, de mettre l'Église en premier. C'est de la propagande. Hein. Je ne sais pas si Louis XV s'appuyait vraiment sur les scientifiques pour prendre ses décisions. Par contre, il montre
à travers ce tableau qu'il s'appuie sur les plus grands scientifiques du temps pour prendre ses décisions et exercer son leadership de roi. Et ben, concrètement, je me suis dit, comment invoquer avec l'IA l'intégralité des grands sachants de ce monde par rapport aux problématiques qu'un leader rencontre. Donc, par rapport aux situations humaines les plus complexes qu'on peut rencontrer quand on est un manager, on suit un certain nombre de petits prompts pour essayer d'obtenir un dialogue virtuel avec les grands acteurs des domaines concernés. Donc j'ai invoqué les grands psychologues, j'ai invoqué les grands philosophes, j'ai inventé les grands systémistes, en essayant de cadrer dans la limite du possible ce que l'IA allait interagir, non pas pour me dire ce qu'il faut qu'il fasse, mais pour essayer de m'aider à cadrer mon intervention et mon action, m'aider à réfléchir, m'aider à me poser d'autres questions, m'aider à réordonner mes priorités. Et l'interrogation primaire, au-delà de la question qu'elle posait, c'était qui est cette IA? Qu'est-ce qu'elle a compris? Quelles sont ses valeurs? Et de quoi elle a besoin de savoir pour m'aider? Exactement ce que je ferais avant d'aller chez un grand médecin, quoi. Bonjour docteur, j'ai besoin d'une ordonnance. C'est pas suffisant. Je vois que le temps passe, Mickaël. Je vous revois, mais c'était ma dernière, mon avant-dernière slide. Top. Convocation, description, composition, c'est le nouveau truc. Alors cette image a été vraiment générée par IA. C'était la technologie éclairant le peuple en mode Renaissance italienne pour le prompt. Et moi, je ne suis pas désespéré des technologies et je veux dire, l'IA, oui, elle permet d'aller plus vite, elle peut aider à explorer des sujets, elle peut faire plus rapidement des choses mauvaises. Moi, quand j'étais étudiant, on nous disait un ordinateur, ça fait 1 million d'opérations par seconde avec moins d'une erreur pour 1 million d'opérations. Et quelqu'un répondait, mais une erreur par seconde, t'appelles ça le progrès? Donc voilà, on est un petit peu dans ce truc-là. L'histoire est faite d'extension de nos capacités. On a une nouvelle extension de nos capacités, comme l'écrit l'a été, comme l'imprimerie l'a été, comme le langage. Un point qui me rassure, c'est qu'à chaque fois qu'un État totalitaire essaye de prendre le contrôle, il a tendance à fermer Internet, fermer les IA. Que les méchants, ils essayent de faire leur propre IA. Donc peut-être que ça veut dire que finalement, si les méchants n'aiment pas, c'est que c'est finalement pas mal. Et oui, en termes de lutte, je pense à Turing. Vous êtes face à Enigma, c'est une machine, et humainement, un humain ne sera jamais capable de lutter contre une machine, même si elle a été conçue dans les années 30, 1930. Il a conçu une autre machine aussi intelligente qui lui permettait de décrypter. Et je pense qu'effectivement, c'est ce point-là qui sera intéressant de travailler, utiliser l'IA en démocrate pour avancer sur le sujet. Je vais vous remercier. J'aime beaucoup cette image. C'est moi à Paris, selon une IA. Donc, comme je suis français, il m'a fait une tête à Jean Gabin. Et vous remarquerez que tous les cafés, c'est une IA américaine, tous les cafés s'appellent Café de Flore. Donc, voilà, j'ai respecté mon timing. Merci beaucoup à vous, Olivier.